Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Rosemère. Je continue avec vous la tournée des villes de la banlieue montréalaise situées dans les Basses-Laurentides. À l'ouest de Bois-les-Filions et Lorraine, Rosemère trône sur les abords de la rivière des Mille-Îles. La place Rosemère est probablement son plus bel attrait. Attendez, qui a écrit ce script? Ah ah, je vous ai bien eu. Et évidemment, tournons le dos au capitalisme et au béton pour se tourner vers l'un des vrais attraits de Rosemère, la nature. La municipalité est reconnue pour la qualité de ses espaces verts et la présence d'une canopée appréciable dans la région métropolitaine. Je mentionne à la fois que Rosemère a un caractère anglophone non négligeable et j'apporte pour preuve le petit livre sur l'histoire de la municipalité qui est entièrement bilingue. Mon nom est Philippe Aubry, je suis l'auteur du projet Histoire d'un Nord et permettez-moi de vous faire découvrir un autre aspect intéressant de Rosemère, c'est-à-dire son histoire. Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles qui a son siège social à Sainte-Thérèse, dont l'étendue de l'administration des affaires couvre l'ensemble de la municipalité régionale de comté de Thérèse de Blainville. Je tiens à remercier spécialement la participation de Cathy Nolan, la présidente de la Société d'histoire, pour la correction et les ajouts à la recherche derrière cet épisode. Parlons en premier lieu du nom de Rosemère. Il existe présentement trois hypothèses concernant le nom de la municipalité. Tout d'abord, dans son histoire de Sainte-Thérèse de Blainville de 1939, la Société historique de Sainte-Thérèse de Blainville avance l'hypothèse suivante. Rosemère serait la contraction du suffixe "mere", qui, dans le vieil anglais, signifie près de ou voisinage. Rose serait issu de Sainte-Rose, la paroisse voisine sur l'île Jésus, donc voisinage ou près de Sainte-Rose. Le site Internet de la ville ainsi que l'ouvrage sur l'histoire de Rosemère paru en 1997 retiennent plutôt l'hypothèse suivante. Le haut dirigeant du Canadien Pacifique, J.P. Withers, impressionné par la quantité de rosiers sauvages, aurait suggéré de nommer l'endroit Rosemere, le suffixe "mere" signifiant aussi marécage en vieil anglais. Cathy Nolan, présidente de la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles, soutient la troisième hypothèse. En 1880, J.P. Withers et sa femme Emma Gifford, qui est le propriétaire de la maison située sur le chemin de la Grande-Côte près du croisement de la route 117 aujourd'hui, auraient donné le nom Rosemere Grange à leur domaine. La maison, qui se trouve derrière moi, a été construite après 1752 par la famille Mathieu, l'ancêtre de Cathy Nolan, et porte aujourd'hui le nom de Maison Hamilton, en l'honneur de la dernière famille à l'habiter. La maison Hamilton est la propriété de la ville de Rosemère depuis 2002 et est utilisée comme centre culturel. Je vous invite à vous tourner vers la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour en savoir davantage sur l'origine du nom Rosemère. Quoi qu'il en soit, le toponyme Rosemère est employé pour le secteur à partir des années 1890, jusqu'à devenir le nom de l'actuelle municipalité, comme je vous l'expliquerai dans cette capsule. L'histoire de Rosemère, à proprement parler, commence à l'époque du régime seigneurial. Rappelez-vous que 4 seigneuries sont concédées dans la région des Basses-Laurentides en Nouvelle-France: Terrebonne, Deux-Montagnes, Argenteuil et Mille-Îles. Cette dernière seigneurie a un territoire qui comprend tout l'espace entre la ville de Saint-Eustache aujourd'hui et Bois-des-Filions à l'est. Donc, Rosemère est née sur le territoire de l'ancienne seigneurie des Mille-Îles, concédée en 1683. En 1718, elle est scindée en 2 parties.
Rivière-du-Chêne à l'ouest, qui comprend Saint-Eustache, et Blainville à l'est. C'est intéressant de constater que cette seigneurie sera administrée par une seigneuresse, Marie-Thérèse de Langloiserie. Sa fille, Suzanne Piot de Langloiserie, prend sa relève en 1744. Elle est mariée à Louis-Jean-Baptiste Céloron de Blainville, un militaire qui n'a que faire d'administrer une seigneurie. La tradition se perpétue car c'est une de leurs filles, Marianne-Thérèse, qui est communément appelée Thérèse de Blainville, qui administre par la suite la seigneurie de Blainville. Marie-Hippolyte, la sœur de Marianne-Thérèse, est également héritière de la seigneurie. Il y a donc en 1792 une deuxième séparation du domaine seigneurial. La ligne de démarcation entre les deux seigneuries correspond à peu près à l'actuelle route 117. Par ailleurs, un très ancien chemin, qui est l'ancêtre de la route 11 puis de la 117, se nommait justement la Grande Ligne. Le nom vient de la division de 1792. La partie est de la seigneurie appartient à Marie-Hippolyte et son mari, Louis-Hugues Hertel. Le seigneur Hertel avait un moulin banal pour moudre de la farine sur la rivière aux Chiens, près de la Montée-le-Sage. Les ruines de ce moulin sont visibles en été, près du boulevard Roland-Durand et de la Montée-le-Sage. La Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île possède par ailleurs des photos d'époque des ruines de ce moulin. Le territoire de la municipalité se développe donc à l'image du reste des Basses-Laurentides. À proximité des paroisses de Sainte-Rose et de Sainte-Thérèse, Rosemère est un environnement campagnard. La Grande Côte est la plus ancienne voie de communication de Rosemère. Elle a été aménagée vers 1780. Elle longe la rivière d'Émile-Île et de nombreuses fermes sont situées le long de celle-ci. Entre 1740 et 1800, toutes les terres le long de la Grande Côte seront occupées. La Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île a relevé les premiers propriétaires terriens des lots du territoire de Rosemère. On retrouve par exemple les patronymes Mathieu qui sont arrivés en 1752, Forget, une famille arrivée en 1748, et Beauchamp, une famille qui est arrivée en 1752 également. Il y a également la famille Labelle, alors que Paul Labelle et son épouse Angélique Grignon s'installent ici en 1793 sur cette terre qui longe le chemin de la Grande Côte à l'endroit du petit centre commercial. Nous sommes près de la rue Lacroix. Vers 1774, les familles Hardy et Lesage s'installent eux aussi sur la Grande Côte. Ces deux familles sont intimement liées. Leur terre se situe de part et d'autre de l'actuelle Montée-le-Sage, derrière moi, qui est une des routes très anciennes de Rosemère. Autrefois, on surnommait la Montée-le-Sage la Montée du Moulin, vu la présence du moulin Hertel sur la rivière aux Chiens, non loin. Des familles anglophones se sont installées à Rosemère au 19e siècle. La famille Kimpton marque les années 1800 par la quantité impressionnante de terres qu'elle possède sur le territoire de Rosemère, mais également à Lorraine et Bois-des-Filions. La maison Gart a été la propriété de la famille des Kimpton de 1833 à 1878. À Bois-des-Filions, il y a la maison Kimpton, construite vers 1850, qui leur appartient. Pour revenir à Rosemère, une rue porte leur nom, près du golfe. Les Tiley sont arrivés en 1874 et vous me suivez, ils se sont installés près de l'actuelle rue Tiley, évidemment. Charles David Tiley et sa femme Martha achètent peu avant la Première Guerre mondiale une demeure du 18e siècle, la Maison Beauchamp, qui est aujourd'hui connue sous le vocable de Maison Tiley. Le couple va décéder de manière tragique dans le naufrage de l'Empress of Ireland, près de Pointe-au-Père, dans le bas du fleuve, en 1913. Enfin, je mentionne la famille Maisonneuve, dont la rue se trouve là où jadis ils avaient une terre. En 1885, Louis Maisonneuve épouse Sélanire Lesage, dont je viens de vous présenter la famille. Le couple réside dans la maison du père de Sélanire au 508 chemin de la Grande Côte, soit la maison ancestrale derrière moi. En 1832, on construit le premier pont qui traverse la rivière d'Émile-Île, le pont Porteus. Il relie la rue des Patriotes à Sainte-Rose à la rue Philippe, actuelle ici à Rosemère.
Ce pont sera détruit par des patriotes en 1837 pour barrer la route à l'armée britannique qui se dirige vers Saint-Eustache en vue de mettre un terme à la rébellion. Un nouveau pont sera construit en 1854, un peu plus à l'ouest, qui portera 6 ans plus tard le nom Plessis-Bellaire, lorsque le pont est acheté par les frères Alphonse et Léon Plessis-Bellaire. J'y reviendrai un peu plus tard. Un événement marquant du 19e siècle est l'arrivée du chemin de fer. La ligne du Québec, Montréal, Ottawa et Occidental est construite en 1876. Racheté en 1882 par le Canadien Pacifique, il s'agit du célèbre Train du Nord du Curé-Labelle. Selon les recherches de Cathy Nolan de la Société d'histoire et de généalogie d'Émile-Île, une des premières mentions d'un arrêt Rosemère sur la ligne du chemin de fer date de 1890. Un édicule est ajouté à cet arrêt vers 1898. On ne parle pas d'une véritable gare, mais plutôt d'un dépôt à marchandises. L'arrivée du train ouvre la région des Basses-Laurentides à la villégiature. Quelques familles se construisent des résidences d'été vers la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. La rivière des Mille-Îles confère au lieu un charme distinctif, mais surtout, ce qui peut nous surprendre de nos jours, une tranquillité loin de la grande ville industrielle qui est Montréal. On a tendance à l'oublier, mais le chemin de fer vient abattre la distance que sépare Montréal, concentrée autour du vieux Montréal actuel, et la rive nord de la rivière des Mille-Îles. Si la majorité des voisines de Rosemère accueillent des estivants francophones, pensons aux villes d'Oka, de Saint-Eustache et de Saint-Maurice, donc la future Bois des Filions, le secteur de Rosemère fait exception sur la rive nord en accueillant à majorité des villégiateurs anglophones, comme les familles Skelton et les Blackford. Paul B. Earle demeurait dans cette maison ici sur la rue Perrault. D'ailleurs, face à la maison, il y a une petite rue Earle. Il existe de belles images d'époque sur les archives de la BANQ que je vous présente. Et les familles anglophones, elles ne sont pas les seules. Il y avait des courses de régates qui sont tenues sur la rivière des Mille-Îles et il y existait une rivalité locale entre les familles Garth et les Tiley. Sur les terres de ces derniers, les Tiley, Charles Tiley, le fils du couple formé de Charles David et Martha, un grand chalet est aménagé pour recevoir des soirées dansantes avec orchestre. Matthew Gilmore ouvre en 1914 le Thorncliffe House, un hôtel de 28 chambres qui se situait sur l'actuel boulevard du Curé-Labelle. Le club de golf Rosemere voit le jour en 1922. En 1901, Adélard Labelle fait la demande pour l'ouverture d'un bureau de poste avec l'appellation Rosemere. Adélard Labelle est l'arrière-petit-fils de Paul Labelle, arrivé en 1793 sur ce terrain, sur la Grande Côte. J'imagine que le bureau de poste qu'il tenait devait être plus sollicité à la belle saison pour l'envoi de cartes postales et des correspondances des villégiateurs. On retrouvait ce bureau de poste dans une maison à côté de la voie ferrée, édifice qui a également abrité le magasin général Labelle et une épicerie dans les années 1950. Rappelons que le secteur, bien qu'associé au nom Rosemère, n'est toujours pas une ville à part entière au début des années 1900. En 1926, une petite révolution fait son bout de chemin dans le secteur. Je vous parle bien entendu des routes nationales. La célèbre route 11 est officialisée entre Montréal et Mont-Laurier cette année-là, en 1926, et elle passe par le territoire actuel de Rosemère. Un peu plus tôt, je vous ai dit que le pont Plessis-Bellaire est construit en 1854. Il fait le lien entre Sainte-Rose et le territoire de Rosemère, plus précisément par l'île Bellaire. Ce pont est d'une grande importance puisqu'il accueille dès 1926 la route 11. Évidemment, ce pont n'existe plus de nos jours puisqu'il a été remplacé en 1945 par le pont Marius Dufresne. Il demeure toutefois un vestige de l'ancienne infrastructure routière, une culée en ciment sur l'île Bellaire. D'ailleurs, dans la série Sur la route 11 que j'ai réalisée, je vous offre plus de détails sur le tracé exact de la voie routière sur le territoire de Rosemère. Une autre route nationale passe par la municipalité dans ces années-là. Il s'agit de la route 29, qui est de nos jours la route 344. Cette route est inaugurée en 1929. Comme c'est la coutume, les premières routes nationales reprennent des anciens chemins.
En l'occurrence, la Grande Côte est la plus ancienne route de Rosemère. Elle a été aménagée en 1780. À la lecture des cartes topographiques, il n'y a qu'un seul changement au tracé. La route 29 passait par la rue Gilmore actuelle, du moins avant les années 1960. La présence de ce muret derrière moi vient confirmer cette hypothèse, puisqu'il s'agit de l'entrée du chemin qui nous mène à la maison des Tiley, que je vous ai présentée un peu plus tôt. Les routes nationales ouvrent les Laurentides et particulièrement les Basses-Laurentides à la frénésie de l'automobile. Rosemère est une destination de plus en plus populaire avant la Seconde Guerre mondiale. La pratique religieuse l'est tout autant à l'époque et le nombre croissant de villégiateurs fait dire aux autorités religieuses de la paroisse de Sainte-Thérèse qu'il faudrait une chapelle à l'intention des estivants sur le territoire que l'on connaît sous l'appellation Rosemère à ce moment-là. En 1936, la chapelle Sainte-Anne est érigée sur des terrains qui sont donnés par Hector Labelle et sa mère. Le Canadien Pacifique donne la cloche pour l'église. En 1947, l'évêque de Montréal décide d'en faire une paroisse indépendante de celle de Sainte-Thérèse et lui donne le nom de Sainte-Françoise Cabrini. Un curé permanent est nommé à ce moment-là. On construit l'église actuelle également en 1947. Il faut dire que dans les années de l'après-guerre, la villégiature se déplace plus au nord dans les Laurentides. Une population de plus en plus nombreuse assiste à la messe à chaque dimanche. Les chalets cèdent leur place aux résidences permanentes et Rosemère ne fait pas exception. On compte 400 chalets sur le territoire en 1945, une statistique qui tombe à 160 10 ans plus tard. Il faut dire que l'automobile s'impose comme mode de transport par excellence et que le développement des villes commence à s'organiser uniquement autour de celle-ci. La proximité avec la ville de Montréal n'est que renforcée par l'amélioration notable de la Route 11, l'artère principale de la région. En 1941, on construit le segment du boulevard du Curé-Labelle entre la Grande Côte et Sainte-Thérèse, ce qu'on voit derrière moi. Et en 1945, la construction du pont Marius-Dufresne augmente le volume de circulation, en contribuant à des déplacements plus rapides vers Montréal. J'attire maintenant votre attention sur le coin sud-ouest de l'intersection du chemin de la Grande Côte et du boulevard du Curé-Labelle. On trouvait ici le Rosemère Inn dans les années 1950. Cet établissement hôtelier a été démoli en 2004 pour faire place au petit centre d'achat qui comprend par ailleurs le restaurant Mike's. Une magnifique photo d'époque nous permet d'admirer cette infrastructure qui était d'une importance capitale sur la route 11 ainsi que la route 29. Dans ces années-là, la villégiature commence à faire son déclin puisque Rosemère commence à devenir une banlieue. La présence de plus en plus de citoyens sur le territoire entraîne une demande dans les services qui sont difficiles à obtenir dans la grande municipalité de la paroisse de Sainte-Thérèse, dont le territoire est immense parce que ça couvrait, dans le fond, ce qui est aujourd'hui les villes de Boisbriand, de Rosemère, de Lorraine, mais aussi de Bois-des-Filions. Et donc, les résidents du secteur surnommé Rosemère s'organisent et fondent une association qui prend le nom qui est bien associé au secteur. Ils réclament entre autres un meilleur déneigement des routes, une collecte des ordures, un réseau d'égouts, l'organisation d'un service de police et de pompiers, ainsi que la vaporisation des marécages pour réduire la présence des moustiques. De nombreuses assemblées de cette association vont être tenues et on construit des infrastructures de loisirs pour les citoyens, comme par exemple une patinoire ou un terrain de balle molle. L'Association des citoyens de Rosemère caresse le rêve d'avoir sa ville. Le 1er janvier 1947, la création de la municipalité de la paroisse de Rosemère est effective. Le nouveau conseil municipal fait l'acquisition d'un ancien édifice du plan Bouchard, l'usine de munitions de Sainte-Thérèse, en vue d'en faire un édifice municipal, le Rosemère Memorial Hall. On déménage la bâtisse à Rosemère sur le terrain de l'actuel centre communautaire, derrière moi. Une bibliothèque est aménagée et le conseil municipal y siège un certain temps. Parmi les premières décisions importantes, on tranche la question de la vente d'alcool sur le territoire de la municipalité en 1947. Il est impensable d'envisager le tourisme sans la vente d'alcool. Alors les citoyens se prononcent en faveur de la vente d'alcool à Rosemère lors du référendum tenu. Ce qui mène par ailleurs
à la conversion de l'hôtel Thorncliffe House en restaurant. Bien en vue sur la route 11, cet établissement accueille des gens de partout à travers la province. La banlieue prend de l'expansion au courant de la décennie 1950 et Rosemère n'échappe pas au phénomène. La population atteint par ailleurs les 5500 personnes en 1957. La municipalité de Paroisse peut revendiquer son statut de cité auprès du gouvernement provincial. Rappelez-vous que dans l'épisode de Lorraine, je vous avais expliqué comment les noms qui avaient été retenus ont finalement été rejetés à faveur d'un nom qui sonnait français. Bon, je vous ai parlé que Rosemère, c'est plutôt Rosemere à ce moment-là. Et Maurice Duplessis a toutefois besoin d'être convaincu du caractère francophone de cette cité. Donc, l'ajout de l'accent grave à Rosemere pour devenir Rosemère a suffi à garantir ce fait, selon la petite histoire. Et donc, le 6 février 1958, Rosemère devient une ville à part entière. Même si on marque sur les pancartes de la ville qu'elle a été fondée en 1958, à la hauteur de tout ce que je viens de vous présenter, vous comprenez que les origines de Rosemère sont beaucoup plus anciennes. À partir de cette date, on assiste à la construction de nombreux développements domiciliaires composés de résidences unifamiliales de type bungalow. La population croît rapidement pour atteindre 8600 habitants en 1981. Une usine de filtration des eaux est inaugurée en 1961 et on complète le réseau d'égouts pour 1969. L'hôtel de ville de Rosemère est longtemps situé ici, au 186 rue Philippe, dans cette maison qui est derrière moi. En 1977, la ville fait construire un nouvel hôtel de ville, le travail de l'architecte peintre Frédéric Tex Dawson. C'est intéressant de mentionner qu'il est un résident de Rosemère, M. Dawson. En 1979, on aménage le centre communautaire actuel qui abrite la bibliothèque. La ville peut compter sur de nombreuses organisations bénévoles dans plusieurs secteurs. Une femme remarquable mérite votre attention puisqu'elle s'est démarquée pour son implication dans la communauté. Berthe Yvonne Mannheim Clément, surnommée Beppy. Elle a à cœur la cause des familles défavorisées, parce que oui, il y en a à Rosemère. Particulièrement touchée par l'incendie d'une résidence en 1947 qui jette à la rue ses propriétaires, elle organise une collecte de fonds afin d'aider les sinistrés. Cet événement entraîne la mise sur pied de la Rosemere Welfare Service dans le sous-sol de l'église. Beppy Clément est une figure de proue d'un mouvement d'organisme et d'entraide et de charité aux répercussions nombreuses dans la collectivité. Pensons par exemple à l'organisation d'une bibliothèque communautaire, une clinique médicale pour les enfants défavorisés, des paniers de Noël, popotes roulantes, une mise sur pied de résidences pour aînés, et j'en passe. Et donc, son nom mérite de passer à l'histoire. Au fil des années, Rosemère voit de nombreuses écoles se construire sur son territoire. Si en 1936, il n'y avait qu'une seule école de rang sur la Grande Côte près de la Montée-le-Sage, avec le phénomène de la banlieusardisation, les choses évoluent rapidement. Dans les années 1950, on construit l'école Saint-Joseph, dont le bâtiment fait partie de l'école Alpha de nos jours. Nous trouvons à côté l'école Hubert Maisonneuve, qui enseigne aux élèves de secondaire 1 et 2. En 1948, il y avait une autre école construite sur le terrain, mais elle est détruite dans un incendie en 1951. Et donc, l'édifice que nous apercevons date de 1952. À l'époque, c'était l'école Sainte-Françoise-Cabrini. On note également la présence d'écoles anglaises de la commission Sir Wilfrid Laurier à Rosemère, les McKeag Elementary School et la Rosemere High School. Ajoutons à cela des écoles privées comme l'Académie Sainte-Thérèse et l'Externat Sacré-Cœur. Afin de se démarquer de la banlieue de Montréal, Rosemère met l'emphase sur la qualité de vie de ses citoyens en privilégiant la présence de la nature dans son environnement urbain. En 1958, le nouveau conseil municipal choisit de ne pas permettre la présence d'industries sur son territoire,
Et ce fait n'a pas changé de nos jours. Le caractère campagnard du secteur et la quiétude des berges de la rivière des Mille-Îles, très recherchée en temps de villégiature, demeurent présents dans l'ADN de la ville de banlieue qu'est Rosemère de nos jours. La présence de 35 parcs bien aménagés, une canopée qui est mise en valeur qui favorise une forêt urbaine et le programme Une naissance, un arbre sont le fruit du travail du Comité permanent de l'environnement, établi en 1990. La ville s'est mérité le titre de Ville fleurie également, et tous ces aspects confirment que Rosemère est une ville verte. Je vous invite par ailleurs à découvrir Rosemère autrement que par le boulevard du Curé-Labelle afin que vous aussi, vous découvriez la richesse et l'histoire de cette ville que je vous ai présentée dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est maintenant pour moi le temps de vous remercier pour votre écoute et de vous inviter à aimer, à commenter et à partager cette capsule si le contenu vous a plu. Et si j'ai des auditeurs et des auditrices qui m'écoutent de Rosemère, j'aimerais bien vous lire dans les commentaires. Mon nom est Philippe Aubry du projet Histoire d'un Nord et au prochain épisode, je vous emmène avec moi à Boisbriand découvrir son histoire à elle. À bientôt tout le monde!